bienvenue dans la seconde saison du podcast Un point c'est tout, une émission qui traite des violences conjugales et des violences sexuelles et sexistes. Je m'appelle Adrien Roland-Boulogne et j'ai cofondé une société, AU, qui développe des dispositifs de sensibilisation et de formation sur des sujets sociaux dont fait partie les violences conjugales et ce à destination du monde du travail. Et c'est en parallèle et en résonance avec cette activité que nous avons développé cette série de podcasts gratuites qui a pour objectif d'informer le plus largement possible, d'une part les personnes qui sont victimes de violences conjugales et d'autre part toutes celles et ceux qui veulent s'informer sur le sujet, que ce soit pour accompagner une personne victime dans leur entourage ou simplement pour mieux comprendre ce phénomène. Merci de nous écouter ou nous suivre, vous êtes désormais plusieurs milliers. Bonjour Capucine et tout d'abord un grand merci d'accepter de participer à notre série de podcasts pour nous partager ton expérience qui est très riche et intéressante. Alors est-ce que pour commencer tu peux nous dire simplement qui tu es et qu'est-ce qui te relie au sujet des violences conjugales ? Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je m'appelle Capucine, j'ai 23 ans. Je viens de finir mes études en communication et je viens de co-créer une agence de communication responsable sur Nantes. Donc c'est une partie de ma vie et l'autre partie, elle est vraiment dédiée au militantisme féministe. J'ai du coup un compte Instagram, un podcast, une chaîne YouTube, etc. qui s'appelle Over the Rainbow, sur lesquelles je traite des actualités féministes LGBTQ+. Je sensibilise beaucoup au sujet des violences conjugales, on va y revenir. J'interviens aussi dans les établissements scolaires et j'ai publié un livre en mai dernier sur le sujet du corps, de la sexualité, de l'identité et des relations pour les ados. Ça s'appelle Qui suis-je ? Donc voilà un petit résumé de qui je suis. Et donc moi, quel est mon rapport avec les violences conjugales ? Eh bien en fait, j'ai été victime très jeune, donc entre mes 15 et 18 ans, quand j'étais au lycée. Par mon premier petit copain. Et donc, tout mon rapport avec ça, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ce que j'avais vécu, notamment à cause du fait que les jeunes victimes soient très, très peu représentées. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps à ça. Je pense qu'on va revenir dessus. Et après, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'en parlait. Et donc, j'ai voulu sensibiliser en racontant mon expérience. Eh bien déjà, bravo pour ton engagement qui est multimodalité, un peu sur tous les fronts. Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, tu soulignais un fait important, c'est que si on a entre 15 et 18 ans, c'est compliqué de prendre du recul. D'autant quand on prend en compte que nos premières relations amoureuses, ce sont nos premiers référentiels. Et toi, tu as indiqué que c'était ta première relation amoureuse. Alors déjà, est-ce que tu peux me dire comment tu te positionnais vis-à-vis de celle-ci à l'époque ? Justement, en fait, c'était donc pour le contexte un petit peu, ce garçon-là, on s'était rencontrés au collège, donc ça faisait depuis la 4e qu'on se connaissait, donc on s'est rencontrés à 13 ans. Et très vite, en fait, il y a tout de suite une attraction entre nous. Et donc on était complètement différents et pourtant on s'est tout de suite plu réciproquement. Et moi je suis tombée amoureuse très vite et on est sortis une première fois ensemble en 4e, donc on est restés 2 mois ensemble. Mais par contre du coup on a commencé un peu sur un déséquilibre parce que c'est lui qui m'a quittée. Et au final, au moment où moi je commençais à me détacher de lui et à me dire ok c'est fini, c'est bon, je vais passer à autre chose, c'est la fin de la 3e, je vais rentrer au lycée, je vais faire des nouvelles rencontres, ça va être cool, etc. C'est à ce moment-là que lui, d'un seul coup, il a remanifesté un intérêt pour moi. Et donc, je me suis dit, ok, ça fait depuis la 4e que tu es amoureuse, let's go, on se lance, on verra bien si ça marche ou pas. Et donc, du coup, on s'est mis ensemble à la toute fin de la 3e. Et donc, c'était effectivement mon premier référentiel de relation parce que j'avais déjà eu d'autres petits copains vite fait de 1 ou 2 mois, voilà. Mais là, c'était la première fois que j'entamais une vraie relation amoureuse, entre guillemets. J'avais pas d'autres modèles que ça. Et souvent, on me dit, oui, mais on a le référentiel de nos parents. Et des fois, il y a ce cliché aussi où on me dit, mais si tu as été victime de violences conjugales aussi jeune, c'est pas possible, c'est que tu as dû voir ça chez tes parents et le reproduire. Et alors, pour le coup, moi, pas du tout. Mes parents ont toujours été très amoureux. Il n'y a jamais eu de violence à la maison ou quoi que ce soit. Et c'était juste, en fait, que pour moi, déjà, c'est arrivé très, très doucement. Après, il y a les notions d'emprise et tout ça et tout ça. Et surtout, en fait, sur cette thématique de référentiel, c'est que je me disais, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur du couple et en fait, je voyais pas ce qui se passait à l'intérieur des autres couples et je me disais peut-être que ça arrive chez d'autres personnes, peut-être que c'est normal, peut-être que ça va passer, c'est peut-être juste ponctuel, c'est
peut-être parce qu'on est jeune et après en grandissant, il va prendre en maturité, il va arrêter d'être comme ça, etc. Donc c'est vraiment un mélange de plein de choses qui ont fait que je me suis pas inquiétée tout de suite. Et surtout, personne ne m'avait jamais éduquée sur le fait que c'était pas normal. Et je savais ce que c'était les violences conjugales, pourtant. J'étais déjà assez sensible au féminisme et tout ça à l'époque. Mais pour moi, les violences conjugales, c'était dans des couples adultes, mariés. C'était des violences physiques très fortes où on a un œil au beurre noir, etc. Et moi, c'était pas ça. Et du coup, je me disais, bon, c'est un peu bizarre, mais en même temps, ça doit pas être ça. Donc, je sais pas trop ce que c'est et on va attendre de voir si ça passe. D'accord. J'entends dans ton discours que tu avais l'impression qu'il menait la danse. Est-ce que ça s'est matérialisé plus encore dans l'avenir? En fait, je m'en suis rendu compte surtout plutôt avec le recul parce que étonnamment, sur le moment de la relation, j'avais plutôt l'impression que c'était moi qui étais un peu plus en posture dominante entre gros guillemets parce que après le long de notre relation du coup qui a duré tout le lycée, mon ex était quelqu'un qui avait un peu de mal des fois à se bouger, à faire des choses, à se mettre au travail, à tout ça. Et j'avais l'impression que c'était plutôt moi qui étais moteur dans la relation, qui allait le soutenir sur ce qu'il faisait, sur ses projets, l'aider dans les cours, le motiver à faire ses devoirs, enfin voilà, des trucs comme ça. Et du coup, j'avais l'impression que c'était plus lui qui était dépendant de moi que l'inverse, sans avoir une pensée toxique, quoi que ce soit, mais j'avais vraiment plus l'impression d'être dans le contrôle. J'avais pas du tout le sentiment qu'en fait j'étais complètement manipulée, et ça c'est vraiment avec un œil extérieur et un regard extérieur que je me suis rendu compte qu'en fait dès le départ, dès que je l'avais rencontré, j'avais été complètement sous son emprise et sous le charme aussi de sa personnalité, etc., qui ont fait que petit à petit, moi, je me suis complètement effacée et qu'au final, mes années lycée, j'ai perdu complètement ma personnalité et j'ai mis du temps aussi à la reconstruire après la rupture. Tu as employé deux termes très intéressants et pertinents quand on essaie de comprendre la façon dont fonctionnent les violences conjugales. C'est la notion d'emprise et la notion de manipulation. Comment ça s'est manifesté dans ton histoire? Alors, ça s'est fait vraiment très progressivement. Déjà, comme je disais, on est parti sur une base pas très saine, mais j'avais vraiment pas l'impression que c'était un problème. J'avais l'impression que vraiment on était revenu à zéro, qu'on avait tout repris, que ça allait bien se passer, etc. Et en fait, très rapidement, avec le recul, encore une fois, ça a commencé à glisser. Au tout départ, donc, on s'est mis ensemble juste avant les grandes vacances, donc on s'est pas énormément vus pendant les vacances d'été, mais on s'envoyait souvent des messages. Voilà, on savait qu'on allait être dans le même lycée à la rentrée, on avait hâte. Et après, au lycée, c'est allé assez vite, en fait. On n'était pas dans la même classe, mais il fallait qu'on se voit à toutes les récréations, à toutes les pauses, etc. On devait être ensemble. Et puis, en fait, ça s'est vraiment fait de manière hyper insidieuse et hyper progressive. Et c'est ça que souvent les gens ont du mal à comprendre, c'est que, justement, quand je dis quelque chose qui est arrivé assez rapidement il m'empêchait de manger avec mes amis le midi et j'étais obligée de manger avec lui tous les midis, les gens me disent, mais... Enfin, non, mais je comprends pas, moi, j'aurais jamais accepté ça. Non, mais toi, tu as du caractère, comment c'est possible que t'en sois arrivé là, etc. Mais c'est qu'en fait, ça s'est fait très, très doucement. Au départ, c'était non, allez, on va passer de plus en plus de temps ensemble. Et puis après, c'est devenu non, mais j'aime pas trop être avec tes copines, en fait, elles me saoulent. Non, mais en fait, ce serait mieux si on était tous les deux. Et puis après, ça devient non, mais en fait, si on mange pas tous les deux, je vais te quitter. Enfin, en fait, ça s'empire petit à petit et du coup, on se retrouve prisonnière et au moment où on se rend compte que c'est pas normal et que nos copines commencent à faire des réflexions en disant non, mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, c'est bizarre et tout. Mais en fait, c'est déjà trop tard parce qu'on est déjà complètement manipulé. Donc, il y a eu ce truc assez vite, effectivement, de devoir manger tous les deux exclusivement tous les midis. Et ça, je pense que franchement, au bout de 2 mois de cours à peu près, ça a dû être instauré. Et puis après, il y a eu une autre forme d'emprise qui s'est faite aussi sur le fait que je devais H24 être disponible pour lui et consacrer vraiment toute mon énergie à lui. Donc il fallait qu'on soit tout le temps ensemble dès que possible. Et il y avait un moment où il pouvait pas être avec moi, c'était le soir, puisque moi j'étais à l'internat et lui il rentrait chez lui. Et du coup, l'internat, c'était un moment où je pouvais passer du temps avec mes amis sans qu'ils me surveillent. Je pouvais manger avec mes amis, je pouvais faire ce que je voulais. Et ça, en fait, il s'en est rendu compte assez rapidement. Et donc, très vite, il a commencé aussi à m'imposer des choses à ce niveau-là. Et donc, lui, ça s'est manifesté en m'obligeant à l'appeler. Donc, en fait, à l'internat, on mangeait et après, on avait 45 minutes de permanence. Et ensuite, on avait un peu de temps libre avant de rendre nos téléphones. Et ben moi, en fait, il fallait que je passe tout ce temps-là
avec lui au téléphone. Et alors qu'on n'avait évidemment rien à se dire, puisqu'on passait tout notre temps ensemble, on passait tous nos mercredis ensemble, tous nos week-ends ensemble. Mais juste, il fallait que je sois au téléphone avec lui. Et si je voulais pas l'appeler, il me disait ok, mais tu vas faire quoi? Tu vas aller draguer les mecs de l'internat, tu vas passer du temps avec tes copines, mais c'est bon, tu les as déjà vues dans la journée, t'as pas besoin d'être avec elles. Non, mais tu comprends pas, moi je suis tout seul, t'en as rien à foutre de me laisser tout seul chez moi, je m'ennuie, etc. Et en fait, du coup, la situation se retournait complètement et je me disais bah en fait il a raison, si je l'appelle pas, je suis pas sympa, je suis pas cool, etc. Donc ça, pareil, dès les premiers mois, ça s'est fait. Et ça s'est fait très rapidement, puisque je crois qu'au bout de 3 mois, j'étais de base donc, dans la chambre d'internat avec ma meilleure amie de l'époque. Et en fait, au bout de 3 mois, elle a dit non, mais moi, je m'en vais parce que ça sert à rien, on n'est pas ensemble, tu passes tout ton temps avec lui. Et en fait, je passais pour la méchante. Et c'est quelque chose que, sur le moment, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à vivre ça. Et j'ai beaucoup souffert de cette rupture amicale. Et mon copain, lui, en était vraiment très content. Et il me manipulait complètement en me disant non mais cette fille de toute façon, elle était malsaine pour toi, elle était pas sympa. Moi je l'aimais pas, je sentais qu'il y avait un truc de louche. Tu vois, si c'était vraiment ta copine, elle serait restée. Enfin bref. Du coup, il me retournait complètement le cerveau. Et donc ça, vraiment, dans les tout premiers mois de lycée, ça s'est fait très vite. Et puis après, bah tout s'est installé assez rapidement en fait le week-end on va aussi rester ensemble, non tu vas pas aller voir une autre copine un week-end parce que bah si t'es pas avec moi ça veut dire que tu m'aimes pas, mais tu vas pas en soirée sans moi parce que tu vas pouvoir draguer d'autres mecs si je te surveille pas. Enfin voilà, c'est devenu vraiment un contrôle constant qui se poursuivait aussi sur les réseaux sociaux, parce que il m'avait demandé tous mes mots de passe de partout. J'arrive plus à me rappeler si moi j'avais les siens, mais je pense que je les ai peut-être eus à certaines époques. Et après, il changeait de mot de passe pour que je l'ai plus et lui, il gardait les biens, évidemment. Parce que si moi je changeais, là, ça n'allait pas. Et donc, pas pareil, il surveillait mes conversations. C'était tout le temps, quoi. Et par exemple, il m'empêchait aussi, il voulait pas que j'ai Instagram parce qu'il me disait non, mais Instagram, bon, lui, il l'avait, bien sûr. Mais il disait Instagram, c'est pour les filles qui veulent se montrer, c'est pour les filles qui veulent qu'on les regarde. Toi, pourquoi tu ferais ça? T'es déjà en couple, t'as pas besoin, etc. Et je me rappelle que j'avais quand même créé un compte Instagram un week-end où j'étais chez une copine, justement. Donc, je m'étais dit, allez, un peu de courage, c'est bon, je fais ce que je veux, tout ça. Et au final, il m'avait fait la tête pendant je sais pas combien de temps, juste parce que j'avais créé un compte Instagram, quoi. Enfin, c'était vraiment des trucs avec le recul qui paraissent complètement bêtes, mais ça a vraiment contribué au fait que je sois complètement dépendante et soumise à lui, en fait. Et donc, si je comprends bien, l'emprise psychologique, c'était un moteur de la culpabilité qu'il avait réussi à installer auprès de toi? Oui, complètement, c'était tout le temps, en fait, quoi qu'il arrive, c'était tout le temps de ma faute. Et puis après, en fait, ce motif de culpabilité, il a servi déjà pour asseoir l'emprise, dans le sens où, du coup, il fallait tout le temps que je sois disponible pour lui, et voilà, et que si je l'étais pas, bah, c'était de ma faute, j'étais pas cool, c'était lui, le pauvre, tout seul, abandonné, etc., sans moi. Et après, du coup, ça a servi aussi de motif pour mettre en place d'autres violences. Donc des violences physiques par exemple, ou moi je parlais tout à l'heure du fait que je me suis jamais reconnue dans les violences qu'on nous montrait dans les campagnes de prévention de œil au beurre noir, etc. Parce qu'effectivement j'ai jamais subi des coups de poing ou ce genre de choses, mais moi ce qu'il allait faire très souvent, et ce qui revient beaucoup d'ailleurs après avoir discuté avec beaucoup de jeunes victimes, c'est le fait de pincer. Il me pinçait régulièrement le bras quand il n'était pas content. Il pouvait jeter des objets, me pousser, enfin voilà, ce genre de choses. Et en fait, c'était toujours tourné de façon à ce que ce soit de ma faute. Quand je lui disais non mais là tu m'as fait mal, il me disait bah oui mais en même temps c'est toi qui me pousse à bout, tu te rends pas compte, si t'avais pas fait ça bah j'aurais pas réagi comme ça. En fait c'est toi qui me pousse hors de moi. Enfin voilà, c'était tout le temps de ma faute. Et pareil après sur tout le volet de violence sexuelle, où en fait comme tout au départ ça se passait très bien, il n'y avait pas de souci. En plus c'était nos premières fois respectives, donc ça se passait très bien. Et puis pareil au bout d'un moment en fait il a aussi installé cette notion de culpabilité dans la sexualité. Donc si tu n'as pas envie, en fait c'est juste que tu es coincé, c'est que tu n'es pas une bonne copine, c'est que tu es trop bizarre parce que quand on a 16 ans on est censé avoir tout le temps envie de faire l'amour, donc si tu n'as pas envie c'est que c'est toi qui as un problème en fait. Et donc après ça engendrait forcément déjà une énorme culpabilisation de ma part et en plus des violences sexuelles.
Et dans ma tête, vraiment, c'était de ma faute, quoi. Je me disais, mais effectivement, il a raison. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû être plus sympa. J'aurais dû. Enfin, oui, c'est moi qui dois avoir un problème. Je pense que je suis pas normale. Enfin, voilà, il me retournait complètement la tête, en fait. Et ce truc de culpabilité, ça a vraiment un très grand impact sur le fait qu'on n'arrive pas à quitter la personne et qu'on ait beaucoup de mal aussi à s'en remettre longtemps après la rupture, parce que, en fait. On n'arrive pas à la quitter parce que on se dit que de toute façon elle mérite mieux que nous, mais du coup nous on est tellement nuls que personne ne va jamais vouloir de nous. Ça fait partie de pourquoi on la quitte pas, en tout cas pour moi. Et sur le long terme, moi cette culpabilité elle m'a vraiment pesé pendant plusieurs années après la rupture, parce que j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre le cycle des violences, à comprendre l'emprise, etc., à comprendre pourquoi je partais pas. Mais vraiment, j'étais persuadée que tout était de ma faute, que j'étais mauvaise, que je méritais pas d'être aimée, que ce qu'il me faisait, en fait, je le méritais, et que c'était pas lui qui était violent, c'est que c'était moi qui provoquais les choses. Enfin, voilà, ça m'a complètement retourné le cerveau, en fait. Oui, effectivement, là on touche à la question de l'estime de soi, on va d'ailleurs y revenir en fin d'émission, et notamment à la façon dont on se reconstruit après avoir vécu de telles violences. Mm. Si ça te convient, je te propose maintenant d'aborder plus précisément la question des violences sexistes et sexuelles, notamment du viol conjugal, d'autant qu'on sait que c'est éminemment tabou dans notre société. Est-ce que ce sont des mots qui te parlent? Est-ce que c'est une expérience que tu as vécue, aussi difficile soit-elle? Si, totalement, c'est des mots que j'ai mis sur mon vécu longtemps après que ça se soit terminé. D'ailleurs, il y a eu un MeToo viol conjugal auquel j'ai activement participé, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'encore extrêmement tabou et honteux. Alors qu'en fait, quand on regarde les statistiques des viols en France, la moitié, je crois que c'est 47%, le chiffre exact, sont commis par le partenaire ou l'ex-partenaire. Donc c'est énorme en fait. Et moi, quand j'ai pris conscience de ces chiffres-là, déjà longtemps après la fin de la relation, ça m'a vraiment choquée que personne ne m'ait jamais sensibilisée là-dessus. C'est pour ça que maintenant, quand je vais en établissement scolaire, j'insiste beaucoup sur le sujet des agressions sexuelles et des viols dans le couple. Et en fait, le plus ironique dans tout ça, c'est que, comme je disais, au moment du lycée, j'étais déjà très axée féminisme et tout ça. J'étais très engagée pour les droits des femmes déjà. Et en fait, moi, j'étais au lycée vraiment au moment de MeToo. J'y étais donc entre 2015 et 2018. Donc 2017, au moment où il y a eu MeToo, moi, j'étais à fond, je suivais tout ce qui se passait, je savais très bien ce que c'était qu'une agression sexuelle, je savais très bien ce que c'était qu'un viol. Vraiment, j'étais éduquée sur ce sujet-là. Et pourtant, en fait, vu que personne m'avait dit ça peut aussi t'arriver en couple, bah, j'ai jamais fait le lien entre ce que je vivais et ces mots-là qui me semblaient beaucoup trop forts, parce que je me disais, bah, en même temps, je suis sa copine, donc peut-être que je dois un peu me forcer pour lui faire plaisir, etc. J'avais vraiment intégré ça, alors que, encore une fois, j'étais plutôt éduquée sur ces sujets-là. Donc c'est fou à quel point vraiment on peut être complètement à côté de la plaque sur certains trucs. Et donc oui, maintenant avec le recul, j'ai réussi à mettre ces mots dessus, mais ça m'a mis du temps parce que c'est des mots qui sont forts et qui sont associés à tout un imaginaire qui correspond pas du tout du coup aux violences dans le couple, et donc on a du mal à se sentir légitime à les utiliser, parce qu'effectivement quand on parle de viol, bah on a très bien construit l'imaginaire de c'est un inconnu dans la rue, dans une ruelle sombre, etc. Donc en fait, pour déconstruire ça et se dire ok, ça peut arriver dans le couple, et en plus quand on a aussi un autre truc à déconstruire, c'est l'image de la victime de viol qui est complètement faible, qui est humiliée, qui est sale. Enfin, il y a vraiment aussi tout cet imaginaire-là à déconstruire. Et donc, en fait, on n'a pas du tout envie de s'associer à ça. Moi, j'avais pas du tout envie de dire que j'étais victime de violences conjugales et encore plus de violences sexuelles. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai plus de honte et j'ai plus de culpabilité à dire que j'ai été victime de violences sexuelles par mon copain. Oui, je comprends, d'autant que ça doit vraiment pas être facile. Alors je me demandais dans quelle étape psychologique on se situe après 3 ans de violence. En fait, c'est hyper bizarre parce que vraiment, moi, quand je repense du coup à ma période lycée, c'est un peu un trou noir où j'ai l'impression
de me voir de l'extérieur. Et ce dont je me rappelle, c'est que j'avais plus du tout de confiance en moi et que je doutais de moi pour tout. Et j'ai jamais été une personne hyper à l'aise avec moi-même, hyper en confiance et tout ça, notamment après la période du collège où quand même c'est un peu dur au niveau de l'ego et tout ça. C'est pas forcément là qu'on a le plus confiance en soi. Et je pense d'ailleurs que ça a aussi un impact sur le fait que les violences conjugales arrivent particulièrement chez les jeunes couples, parce qu'il y a à la fois ce truc de c'est la première relation, t'as pas trop de points de comparaison, et en plus t'as un âge où t'es hyper naïf, hyper manipulable, enfin voilà, c'est un mélange de plein de choses. Et du coup, ouais, effectivement, moi quand je me revois à l'époque, je sais que j'étais quelqu'un de super stressé et de super anxieuse, et surtout j'ai ce sentiment où j'ai eu du mal d'ailleurs à m'en défaire de ne plus savoir interagir avec les autres. C'était trop bizarre en fait, vu que j'avais jamais eu énormément d'amis, etc. Mais j'étais quand même quelqu'un d'assez sociable, et en fait j'ai eu vraiment la sensation au lycée, j'avais tellement plus le droit de rien faire, de parler à personne, etc. Je remettais tellement chaque interaction sociale en cause que je me rappelle très bien de sensations où j'essayais de parler à des gens, de créer des liens, de me faire des amis et tout ça. Mais vraiment, j'y arrivais pas parce que j'avais tellement pas d'estime de moi. Et en plus de ça, j'avais l'impression de m'entendre de l'extérieur parler et de me dire non mais ça va pas, c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'y prennes, tu vas pas réussir à créer de liens. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment l'impression d'être complètement imperméable aux autres. C'était très bizarre. Et j'ai mis du temps après la relation à essayer de retrouver ce truc de pouvoir se faire des amis, pouvoir s'ouvrir aux autres. J'ai mis beaucoup de temps. Et après, en sortie de la relation, ça a été un long moment aussi d'errance un peu. Enfin, en fait, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu... et juste, je reviens quand même sur comment je me sentais dans la relation. Je pense que je me suis jamais sentie à 100% heureuse. Enfin, en fait, quand je vois aujourd'hui comment je suis épanouie, etc., je me rappelle très bien que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout comme ça dans la relation. J'étais constamment triste, stressée, parce que je me disais, mais il va encore me prendre la tête pour tel truc, je vais encore devoir faire des choses que j'ai pas envie de faire, mais si je fais ça, il va encore me fliquer. Enfin, et c'est souvent ça que je dis aussi en intervention, c'est leur dire, mais en fait, si vous vous sentez pas bien dans votre relation, et pire, si vous avez des moments où vous avez peur de votre partenaire, c'est pas normal. Il faut pas normaliser ça en se disant non, mais ça va peut-être passer, c'est peut-être une phase. C'est jamais normal en fait. Quand on est dans une relation, on est censé être bien. Certes, il y a des moments dans la relation où ça peut être un petit peu plus difficile pour des raisons extérieures, des disputes, etc. Mais en fait, on ne doit jamais avoir peur de son partenaire et être tout le temps dans l'angoisse de l'anticipation, de se dire mais si je fais ça, ça se trouve, il va encore me faire du mal, il va me priver de telle chose, Enfin, avec le recul, c'est tellement pas normal en fait de se construire avec une image aussi malsaine. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la relation, là, j'ai eu un moment où j'étais très heureuse, très épanouie d'un seul coup, parce que je me suis sentie vraiment libérée. Et après, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et là, après, ça a été vraiment les montagnes russes entre le bonheur d'être dans une super relation et en même temps des gros moments de down, parce qu'en fait, j'avais énormément de stress post-traumatique. J'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars, je revivais ça en boucle. Je comprenais pas ce qui m'était arrivé avant. Je m'en voulais énormément. J'étais des fois infecte avec mon nouveau copain parce que je recréais des choses que j'avais vécues avec lui, du type être méga jalouse, etc. En fait, j'avais eu tellement une mauvaise construction de l'amour que je devenais invivable moi-même. Donc ça a été un peu les montagnes russes pendant 2-3 ans après la relation, donc quasiment le temps de la relation en fait, qu'il m'a fallu pour essayer de retrouver une stabilité. Et est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui ont essayé de t'aider, qui se sont rendues disponibles? C'est déjà arrivé, oui, que des amis me fassent comprendre que quelque chose n'allait pas. Déjà, comme je disais, j'avais des copines qui m'en voulaient, en fait, qui me faisaient culpabiliser, qui me disaient mais en fait on peut jamais passer du temps avec toi, t'es tout le temps avec lui, là on veut faire une soirée entre filles, bah toi tu peux pas venir, enfin t'es jamais là, c'est pénible, etc. Et moi, c'est vrai que quand elle me faisait ce genre de reproches, forcément, ça me faisait de la peine parce que j'avais l'impression effectivement de manquer plein de moments avec mes amis. Et en même temps, j'avais mon copain qui me disait non, mais
elles disent ça parce qu'elles sont jalouses, elles disent ça parce qu'elles sont pas en couple, elles peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Nous, c'est bien plus fort que juste une amitié. Donc en fait, je savais pas comment me sentir par rapport à ça parce en même temps, j'avais ultra envie d'être avec elle et en même temps, je me disais, bah, il a peut-être raison, peut-être que finalement notre couple c'est plus important que tout le reste et peut-être que elles c'est des gamines et qu'elles peuvent pas comprendre et que moi je suis trop adulte en fait parce que j'ai une relation amoureuse et voilà. Enfin, j'essayais vraiment de m'auto-convaincre, de m'auto-persuader. Mais par contre, j'ai déjà quand même des copines qui m'ont voilà, fait des remarques et même des copines qui ont remarqué, par exemple, des bleus au niveau des bras. Donc, quand ils me pinçaient, ça laissait des traces. Et ça, c'était des choses qu'elles ont pu voir ou alors j'avais passé la nuit à pleurer, du coup j'avais les yeux super gonflés, enfin voilà, j'ai déjà eu des proches quand même qui ont remarqué ce genre de choses, mais en fait à chaque fois je trouvais des excuses, je disais que je m'étais cognée, que j'avais la peau qui marque facilement, que non mais là je fais une allergie en ce moment, je sais pas ce que j'ai, alors que j'avais jamais eu tout ça, donc c'est pour ça aussi que je dis tout le temps en intervention d'être attentif à toutes ces petites choses là, parce que si vous aviez jamais remarqué ça et que tout d'un coup la personne devient super maladroite, qu'elle a des allergies, qu'elle a plein de bleus partout, mais qu'elle trouve toujours une excuse, bah, faut quand même s'en inquiéter et poser des questions et essayer de comprendre ce qui va pas parce que la personne, elle est peut-être en train de vous cacher quelque chose et de vous mentir. Et je sais que pour moi, vraiment, souvent on me demande, mais t'as jamais eu envie de te confier à tes copines, t'en as jamais parlé à personne? Et non, parce que pour moi, c'était impossible de dire déjà que j'allais pas bien, parce que j'avais pas envie d'inquiéter les autres. Et ça, je pense que c'est un peu un trait de ma personnalité. J'ai toujours été comme ça, assez pudique sur mes émotions, etc. Donc, j'ai jamais aimé pleurer devant mes parents ou quoi, leur montrer que ça allait pas. Enfin, voilà, j'ai pas envie d'inquiéter les autres, en fait. Donc, il y avait ce truc-là de, bah non, j'ai pas envie. Deuxième point, c'est que j'avais surtout pas envie que mes proches voient mon copain comme quelqu'un de mauvais. Moi, j'essayais de me persuader que en fait, c'était juste des petites phases comme ça et que des fois, ça allait super bien pendant pas mal de temps et qu'en fait, bah, il pouvait être normal entre guillemets et que tout pouvait très bien se passer. Donc, il fallait juste que je m'accroche à ça et qu'au bout d'un moment, ça y est, tout allait s'arranger. Et du coup, j'avais pas du tout envie qu'il le voie comme une mauvaise personne. J'essayais vraiment de le préserver de tout ça. Et je sais que c'est déjà arrivé aussi que j'ai des copines qui me disent non, mais t'as vu comment il te parle de manière désagréable, il se moque de toi, c'est pas drôle et tout. J'ai déjà des copines qui m'ont dit ça. Et avec le recul, effectivement, il me parlait très mal devant mes amis. Devant mes parents, ça allait, mais devant mes amis, il s'amusait des fois à se moquer de moi, etc. Et en fait, à chaque fois, je leur disais non, mais vous inquiétez pas. En fait, là, il dit ça. Il est comme ça parce qu'il veut faire son intéressant, parce que vous êtes là, mais en vrai, il est pas du tout comme ça. Enfin voilà, j'essayais tout le temps de le défendre, de le protéger. Et ça m'a aussi suivi longtemps après parce que je voulais pas parler de ce que j'avais vécu parce que je me disais, mais j'ai pas envie que les gens sachent qui il est vraiment. En fait, j'ai pas envie qu'il sache ce qu'il m'a fait. J'ai pas envie de détruire sa vie avec ce fameux truc de les victimes détruisent la vie de leurs agresseurs, etc. Enfin voilà, tout ça, ça sort pas de nulle part non plus. C'est ce qu'on entend un peu partout. Donc j'étais vraiment complètement manipulée avec toutes ces idées-là. Et puis en plus, il y avait aussi le fait d'avoir honte. Faut pas oublier que c'est hyper humiliant en fait. J'avais certainement pas envie de dire, surtout que moi j'ai toujours eu beaucoup de caractère, etc. Je me disais mais jamais, jamais je pourrais assumer devant ma famille, devant mes amis, devant mes meilleures copines et tout, que en fait je suis complètement manipulée par mon mec, que il m'interdit de faire des trucs et que je lui obéis, que quand il n'est pas content de quelque chose, il me pince le bras, il me pousse, il me fait mal, que s'il n'est pas content parce que je ne veux pas avoir de rapport sexuel avec lui, il m'empêche de dormir, il me punit en me mettant la lumière dans les yeux et que moi je reste là à pleurer à côté parce que je ne sais pas me défendre et que je n'ai pas assez de caractère pour m'en sortir. Mais en fait, pour moi, c'était impossible de dire ça et même longtemps après la fin de la relation, c'était impossible de dire que je m'étais déjà retrouvée dans cette situation-là. Oui, j'imagine, vu le tabou, ça doit être vraiment très difficile à assumer. Quand je t'entends raconter ton histoire, j'entends en filigrane le cycle des violences conjugales, c'est-à-dire une phase de montée de la tension, puis d'explosion de la violence, suivie d'une période de justification, et enfin de lune de miel. Et ça recommence. Est-ce que tu as vécu les différentes étapes de ce cycle? Oui.
Alors je te laisse nous en parler. Ça marche complètement. En fait, ça, je l'ai compris du coup a posteriori, après la fin de la relation. Donc, comme je disais, j'ai rencontré un nouveau copain, qui est toujours mon copain aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble. Et en fait, c'est en ayant une relation saine que du coup, j'ai commencé à avoir des flashbacks de ce qui se passait avant et de me dire, OK, en fait, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et je ne mettais pas du tout de mots dessus. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, la façon dont je m'en suis souvenue, c'est qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup et j'aimais bien avoir des petites idées de romans et tout ça. Et en fait, j'avais commencé à écrire une histoire d'une fille qui était au lycée. En fait, son copain il était violent avec elle et tout. Puis en fait, à un moment, je me suis posée, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que tu vivais toi. Pourquoi qu'est-ce qui se passe et tout. Ça a été un peu compliqué à comprendre. Au final, je n'ai jamais retravaillé sur ce projet, mais ça m'a un peu servi de déclic. Et c'est à ce moment-là que j'en ai parlé à mon copain en lui disant, écoute, c'est bizarre, j'ai la sensation qu'il m'est arrivé des trucs avec mon ex, mais j'arrive pas vraiment à m'en rappeler, c'est flou. Enfin, vraiment, ma mémoire à ce moment-là, c'était un gros bazar. Et lui, il a tout de suite compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Il a tout de suite compris que c'était pas normal et il savait pas forcément comment gérer la situation. On n'avait que 18 ans tous les deux, donc voilà. Et donc, il m'a reconduit vers sa cousine qui était informée sur le sujet. Et elle, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit, mais il faut que tu appelles le 3919, il faut que tu demandes de l'aide, il faut que tu en parles, c'est pas normal ce qui s'est passé. Et donc à ce moment-là, moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, ok, mais le 3919, c'est pour les femmes victimes de violences conjugales. Moi, je suis pas victime de violences conjugales, en fait. Enfin, j'ai pas vécu ça. Donc j'ai mis des semaines avant de le faire et en fait, j'allais vraiment de moins en moins bien. Enfin, clairement, j'étais dans une période de dépression. Enfin, je m'en suis rendu compte a posteriori. Donc, j'ai fini par appeler ce 3919 et au téléphone, la répondante était très gentille et elle m'a dit, mais moi, je vous conseille d'aller à Solidarité Femmes, un groupe de parole. Ça va vous aider de pouvoir parler avec d'autres femmes, etc. Et à ce moment-là, franchement, j'étais toujours pas convaincue du truc. Je me disais, non, mais c'est un peu n'importe quoi. Oui, il abusait un peu avec moi, mais bon, de là à parler de violence conjugale, faut pas exagérer. Et au final, j'ai fini par y aller donc, à la fin de l'année 2018. Donc, ça faisait un peu plus de 6 mois que je m'étais séparée de mon ex. Et en fait, quand j'y suis allée, ça a été vraiment à la fois hyper dur parce que c'était la première fois que je racontais vraiment ce qui m'était arrivé. En rentrant dans les détails et tout ça de ce que ma mémoire avait en tête. Et j'ai entendu en fait une autre femme qui était là, qui avait été victime aussi et qui était beaucoup plus âgée que moi, qui avait eu un enfant avec son agresseur et tout ça. Enfin, c'était différent. Mais en même temps, c'était très semblable sur plein de choses. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, quand elle a raconté et que moi j'ai raconté, j'ai compris en fait ces trucs de culpabilisation, de justification, de ces fameuses phases de lune de miel où tout va bien pendant un moment et où on se dit ok, mais c'est bon, en fait, j'avais raison de lui faire confiance, il a changé. Il est redevenu celui que j'aimais à la base, c'est bon, tout va bien se passer, etc. J'ai compris ça. Et puis, surtout, les bénévoles qui étaient là à Solidarité Femmes m'ont expliqué, en fait. Elles m'ont expliqué ça et elles m'ont aussi expliqué avec la métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante, qui est, je trouve, aussi assez parlante, où s'il y a des personnes qui écoutent et qui connaissent pas, c'est quand on met une grenouille dans une casserole d'eau froide, la grenouille, elle va rester, voilà, pas de souci. Si on la jette dans une casserole d'eau bouillante, elle va tout de suite sortir. Alors qu'effectivement, si on la met dans une casserole froide, puis que ça devient tiède, puis que tout d'un coup ça devient chaud et bouillant, en fait, le temps qu'elle s'en rende compte, c'est déjà trop tard. Et du coup, en fait, ça m'a aidé à comprendre que bah oui, si effectivement, comme on dit toujours ce fameux truc, non mais moi au premier coup je serais partie, bah effectivement si tout va bien dans la relation et que d'un seul coup il y a un coup qui part, une alerte rouge vraiment énorme, bah là on va se dire ok c'est pas normal, mais là ça vient tellement doucement et on est tellement en fait amené à accepter petit à petit des choses qui nous semblaient complètement inacceptables, que le jour où il y a ce fameux truc de la violence de trop, d'avoir une violence physique, d'avoir une violence sexuelle, et après les violences psychologiques, c'est des violences en soi, c'est pas moins grave, mais ce jour-là, en fait, on n'arrive pas à partir parce que c'est déjà trop tard et on est déjà pris dans le truc. Donc ça m'a vraiment aidée et c'est à partir de ce moment-là où il y a des professionnels qui m'ont dit mais en fait ce que vous avez vécu madame c'est des violences conjugales, oui vous étiez mineure mais sachez que des mineurs, j'en vois tout le temps. Vous êtes hyper nombreuses. Donc maintenant, vous avez besoin d'aide. Je vous donne le numéro de ce psychiatre que je connais à Nantes. Allez le voir, allez vous faire aider, etc. Et moi, à ce moment-là, ça m'a vraiment fait un déclic où je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas folle. C'est pas parce que moi, j'étais persuadée à cette période que c'était moi qui m'inventais tout ça.
vraiment. Et en plus, c'est ce que je leur ai dit quand j'étais au groupe de parole. Je leur ai dit, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je suis folle, j'ai l'impression que c'est pas possible que ce soit arrivé. Et je me dis que si ça se trouve, c'est mon cerveau qui est en train d'inventer des trucs. Et elles m'ont dit, mais pas du tout. Enfin, t'inventerais jamais ça, c'est pas possible, on n'invente pas des trucs comme ça. Tu peux pas être autant en souffrance si c'est un truc que t'as pas vécu. Et au final, ça m'a vraiment aidée. Et après, il y a eu tout un long moment pour réussir à se défaire de la culpabilisation et tout ça, mais ça a été vraiment le déclic en tout cas. Alors maintenant, je te propose d'aborder la façon dont tu t'en es sorti, c'est-à-dire qui t'a aidé, comment tu t'es retrouvé dans une situation où tu te sentais suffisamment forte pour quitter la relation, etc. Oui, bah alors clairement, la personne qui m'a quand même le plus aidée tout au long du parcours de guérison, ça a été mon copain. Du coup, parce que bah, c'était la personne vraiment qui l'a su en fait dès le départ où j'ai commencé à m'en rappeler. Enfin, il l'a su vraiment en même temps que moi. Et en fait, c'était la personne de qui j'étais le plus proche parce que bah, du coup, j'avais pas trop d'amis. J'en ai eu petit à petit au fur et à mesure, mais je sortais d'une période où l'amitié c'était compliqué, donc voilà. Donc c'est vraiment la personne qui m'a accompagnée au fur et à mesure, à qui je me confiais. J'ai vu donc un psychiatre un petit peu. Après, ça l'a pas fait pour certaines raisons, même s'il était très gentil. Et après, en fait, j'ai eu trop tendance justement à trop me reposer sur mon copain, ce qui était pas du tout sain pour notre couple parce qu'en fait, c'est le passé et enfin voilà, le nouveau copain a pas envie d'entendre parler de l'ex qui a fait du mal. Enfin voilà, c'est logique. C'était trop lourd à porter pour lui. Et du coup, après, j'ai vu une psychologue aussi. Après, à un autre moment, j'ai vu une hypnothérapeute. Enfin bref, j'ai fait plein de choses. Et j'ai commencé à en parler à ma famille euh, 2 ans, je crois, à peu près, ouais, 2 ans après la rupture. Donc, c'était quand même très long. Et le déclic pour moi, pour en parler à ma famille, c'est quand ma petite sœur a eu l'âge que j'avais quand ça a commencé. Et en fait, je la voyais qui allait rentrer au lycée et tout. Et je me suis dit, mais en fait, je peux pas ne pas la prévenir. Enfin, moi, j'ai été tellement en colère que personne m'ait prévenu, que personne m'ait rien dit. Je me suis dit, mais s'il arrive la même chose à ma sœur, en fait, je me le pardonnerai jamais. Donc, ça a vraiment été le déclic. Et puis, il y avait aussi l'idée que j'avais envie et besoin de porter plainte. Et en fait, je me voyais pas porter plainte sans en parler à mes parents, même si j'avais 20 ans, je faisais ce que je voulais. Mais c'était important pour moi de le faire. Donc, c'est à ce moment-là que j'en ai parlé. Oui, tu as raison, les procédures judiciaires, c'est un moment très fastidieux et donc c'est essentiel de s'entourer de ses amis, de sa famille. Et comment tu te sens au moment de ce travail de reconstruction? Dans quel état psychologique? Dans la posture psychologique, je pense que c'est important d'être indulgente avec soi-même quand on a été victime de violence, parce qu'en fait, je trouve qu'on est très dur. Et je le vois moi par rapport à mon vécu et je le vois aussi à chaque fois que je suis en intervention et que je discute avec des victimes ou qu'il y a des victimes qui me contactent sur Instagram et tout pour discuter avec moi. En fait, on est vraiment dans l'autoflagellation, on se dit que c'est de notre faute, on se dit que voilà, on n'aurait pas dû faire telle chose, qu'on est nul. Enfin, et vraiment, ça me brise le cœur à chaque fois parce que je me dis, mais enfin, c'est quel genre de société où les victimes sont 10 fois plus culpabilisées que les agresseurs. Enfin, ça me rend folle à chaque fois. Donc vraiment, je dirais d'essayer d'avoir un petit peu de douceur et d'indulgence envers soi-même et aussi de prendre un peu de recul et de transférer la situation à une personne qu'on aime. Des fois, il y a des personnes qui me disent, qui me parlent de violences qu'elles vivent et elles me disent non, mais c'est pas si grave. Et je leur dis oui, mais si c'était ta meilleure amie là qui te racontait qu'elle avait vécu ça, est-ce que tu lui dirais pas que c'est grave? Et elle me dit bah si c'est vrai, en fait, je pourrais pas supporter qu'elle vive ça, etc. Je dis bah alors pourquoi est-ce que tu l'acceptes pour toi? C'est pas normal. Si tu peux pas le supporter sur quelqu'un d'autre, tu peux pas le supporter sur toi non plus. Et je pense qu'il faut avoir cette même posture a posteriori où on se dit mais en fait, si tu rencontres une victime de violence, tu vas être dans la bienveillance, tu vas être dans l'attention, tu vas être gentil, etc. Donc, essaie d'avoir cette même posture vis-à-vis de toi-même. Sois pas dans la culpabilisation, sois pas dans non, mais je vais jamais réussir à m'en sortir, je vais jamais réussir à remonter la pente. Il faut essayer aussi de voir les choses de manière un petit peu plus positive, même si je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est sorti de ça. Et moi, je pense que si on m'avait dit ça il y a 5 ans, j'aurais dit, mais en fait, laissez-moi, là, j'ai juste envie d'être mal et il faut que
traverse aussi cette période mal pour aller mieux après. Mais en tout cas, je pense que c'est important de montrer qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver derrière, qu'on ne va pas être malheureuse toute sa vie, qu'on va pouvoir retrouver une personne bien pour vivre avec, pour être en couple, etc., pour construire de nouvelles choses, ou s'épanouir tout seul, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est important de montrer du positif et surtout d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Tout à fait. Alors je me demande aussi, est-ce que ton ex-compagnon a essayé de garder un contact avec toi après? Alors au tout départ, un petit peu quand même, il gardait, il continuait de temps en temps à m'envoyer des messages et tout ça. Après moi, quand j'ai commencé à me rappeler, parce qu'au tout départ, en plus, moi, je voulais pas complètement couper les ponts parce que j'étais encore dans ce truc un peu de Mère Teresa où je devais être gentille avec lui et tout ça. Et j'ai commencé à avoir tous ces souvenirs. Je me suis dit: «Non mais là, ça va pas être possible, il faut que je récupère mes affaires et je veux plus jamais avoir affaire à lui». Et donc après ça, je l'ai bloqué. Et en fait, j'ai jamais eu une conversation avec lui en lui disant je veux plus avoir contact avec toi parce que ce que tu m'as fait, c'était pas normal. Et voilà, j'ai jamais eu de conversation avec lui, même si je sais très bien qu'il savait que ce qu'il me faisait était pas normal. Et du coup, après, il n'a pas recherché forcément à rentrer en contact avec moi. Par contre, après, quand moi, j'ai pris la parole de manière publique pour sensibiliser au sujet, j'ai été recontactée par sa mère et sa sœur, pas par lui directement, mais par du coup sa mère et sa sœur qui me disaient que j'étais une menteuse, qu'elles allaient m'attaquer en justice, enfin voilà, le truc classique. Mais par lui directement, non. Oui, souvent, malheureusement, l'entourage des auteurs de violences conjugales ne croit pas les victimes. Peut-être parce que c'est trop difficile, peut-être parce qu'ils manquent de courage. Oui. Est-ce que tu verrais des spécificités vis-à-vis des jeunes dans leur vécu des violences conjugales? Il y a plein de spécificités. Déjà, le fait que ce soit le jeune âge, qu'on soit jeune, comme je disais, ça fait qu'on est plus facilement manipulable et plus à risque de se retrouver dans ce genre de situation. Et en plus, on n'a pas du tout de recul sur la vie d'une manière générale. Et du coup, on est complètement dans un autre monde. Enfin, en fait, pour que ce soit plus clair, je vais illustrer mon propos. En fait, il y avait vraiment des moments où je me disais, quand j'étais dans la relation violente, non, mais Capucine, il faut que tu partes, tu peux pas rester comme ça, tu seras plus heureuse autrement. Et à chaque fois, en fait, je me disais, mais non, c'est impossible, je peux pas vivre ma vie sans lui, c'est la seule histoire d'amour que je vais vivre, c'est trop intense, c'est trop passionnel, je retrouverai jamais ça, parce qu'on est tellement, en fait, biberonné avec un idéal aussi d'amour romantique, passion, hyper toxique, surtout avec les représentations qu'on nous sert à l'adolescence, etc. Et où en fait on manque complètement de recul. Et vraiment, moi j'avais 16 ans, mais je me disais, ma vie elle est finie. Si je le quitte, ma vie elle est finie, je retrouverai jamais personne. J'étais vraiment complètement à côté de la plaque, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup d'ados et que ça joue aussi sur le fait de ne pas réussir à quitter la personne, parce qu'il y a vachement ce truc de c'est ton premier amour, c'est la passion, et puis vraiment j'avais envie de vivre un peu mon idéal amoureux que je m'étais construite depuis toute petite, du prince charmant, etc. Et je me disais, mais je peux pas le quitter parce que il s'entend bien avec ma famille et je vais jamais pouvoir être aussi proche de quelqu'un et je vais jamais aimer comme ça. Et je pense que c'est aussi une forme de naïveté qu'on a quand on est ado, et c'est tout à fait normal, alors que je pense qu'on peut plus avoir de recul quand on est adulte, même en étant dans une relation d'emprise et manipulée, etc. On peut quand même un peu plus savoir que on a déjà eu d'autres relations avant et qu'on en aura d'autres après, et que ce sera pas toujours forcément la fin du monde si on se sépare. Donc je pense que ça joue. Oui, effectivement, c'est important de relativiser, même si dans la pratique, ce n'est pas simple. Alors, on va reprendre l'habitude de cette série de podcasts où à la fin, je pose une question qui est toujours la même, c'est si tu devais donner un conseil à une personne qui est victime de violences conjugales, quel serait-il? Mon premier conseil, ce serait vraiment de ne pas rester seul et d'en parler, parce que dès qu'on sent que quelque chose ne va pas dans son couple, il faut faire confiance à son intuition. Comme je disais, c'est pas normal d'avoir peur de son compagnon ou de sa compagne. C'est pas normal d'avoir la boule au ventre quand quand on se retrouve quelque part, d'avoir tout le temps peur de mal faire quelque chose. En fait, si on a trop peur d'en parler et trop honte d'en parler à ses proches, on peut le faire à des associations. Et moi, je recommande tout le temps l'association En Avant Toutes, qui est vraiment l'asso que j'aurais aimé connaître quand j'étais au lycée. Parce que du coup, on parle souvent du 3919, mais ça peut être intimidant parce qu'il faut appeler, etc. Et c'est vrai que c'est plus conçu quand même pour les adultes. Et en fait, l'asso En Avant Toutes a un chat
qui s'appelle commentonsaime.fr, qui a un peu le même fonctionnement que le 3919. On se connecte, tout est anonyme, on pose les questions qu'on veut sur son couple ou sur d'autres situations. D'ailleurs, je le recommande aussi des fois quand on me dit « mais j'ai une copine qui est dans une relation violente, je ne sais pas quoi faire, etc. » Contactez en avant toute, expliquez la situation. Il y a des répondantes professionnelles qui vont être là pour vous, qui vont pouvoir vous guider, vous donner des conseils, vous dire en fonction de là où vous êtes en France, quelles sont les ressources qui sont à vos côtés pour pouvoir vous accompagner, etc. Donc vraiment, osez demander de l'aide et surtout, osez aussi garder une posture, comme je disais, bienveillante vis-à-vis de soi-même. Garder en tête ce truc de « mais je ne le supporterai pas pour ma meilleure amie, donc pourquoi est-ce que je le supporterai pour moi ?» Et aussi, et surtout, garder toujours une notion d'espoir très importante et se dire, en fait, c'est pas parce que je vis ça maintenant tout de suite que je vais jamais être heureuse plus tard, que je vais pas retrouver quelqu'un d'autre, que je vais pas pouvoir m'accomplir toute seule. Enfin voilà, je sais que c'est dur à se dire quand on est dans la relation, mais je pense que c'est important d'avoir aussi des rôles modèles, entre guillemets, d'anciennes victimes, c'est ce que j'essaie de faire aussi, qui te disent, voilà, moi j'ai été à ta place, moi aussi je me suis dit, ma vie elle est finie, je vais jamais pouvoir m'en sortir, je vais être malheureuse toute ma vie, etc. Et au final, là ça fait 5 ans que je suis avec mon copain, je suis hyper heureuse, je suis hyper épanouie, donc en fait c'est tout à fait possible et c'est important d'avoir des images positives. Oui, c'est absolument essentiel. Alors pour conclure ce podcast, qui notamment devait traiter des violences vécues par les jeunes, notons quand même que 39% des personnes victimes de violences conjugales ont entre 18 et 30 ans, et que 95% sont des femmes. Notons aussi plus spécifiquement que les jeunes adolescents sont dans une période de particulière vulnérabilité. Il est donc essentiel que leur premier référentiel amoureux soit équilibré, ou en tout cas qu'ils puissent prendre du recul a posteriori sur celui-ci. Eh bien écoute, Capucine, c'est le moment de te remercier définitivement pour ton discours qui est très clair, engagé, qui je pense va pouvoir inspirer plus d'une personne. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole. J'en profite pour rappeler que tu as développé une chaîne de podcast qui fonctionne très bien d'ailleurs, Over the Rainbow, qui traite de différents sujets féministes. On ne manquera pas de mettre le lien sur les posts concernant ce podcast. Et si comme Capucine, il y a des auditeurs et des auditrices qui souhaitent partager leur expérience de violence conjugale ou plus largement de violence sexuelle et sexiste, n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'adresse hello@eu.fr, HEYU.